4 juin 1940. Dunkerque est tombé et les tentatives françaises de réduire les têtes de pont allemandes sur la Somme ont échoué. On est à la veille de la deuxième offensive allemande, Vollroth, le plan rouge. Le 2 juin a eu lieu à Châlons une réunion des généraux français avec, entre autres, Weygand, Georges, Hütziger et Prételat, commandant le groupe d'armée numéro 2. Si la possibilité d'une retraite stratégique est évoquée, Weygand la refuse. On résistera sur la Somme hellène sans esprit de recul. Depuis plusieurs jours, le généralissime donne des instructions tactiques sur l'organisation de la défense, demandant aux unités de former des points d'appui en hérisson, disposant d'artillerie et quadrillant le terrain en profondeur. De son côté, le président du Conseil Paul Reynaud, sur la demande de Weygand, harcèle depuis plusieurs jours Churchill pour obtenir l'envoi d'hommes et surtout d'avions de chasse en France. Celui-ci, comme le cabinet de guerre britannique, ne croit plus possible un rétablissement des armées françaises. Mais il craint qu'en cas de refus, le ressentiment français n'entraîne celui-ci à négocier la paix, voire un retournement d'alliance. Le 3 juin a lieu une réunion du cabinet de guerre britannique où intervient le général Dowding, qui expose l'état de la chasse anglaise. Les lourdes pertes subies depuis le 10 mai sur le continent et au-dessus de Dunkerque n'ont laissé qu'un peu plus de 500 avions de chasse opérationnels avec des pilotes dont beaucoup n'ont pas fini leur formation. Envoyer des avions en France, où ils n'auraient vraisemblablement pas d'effet décisif sur les combats tout en étant certainement perdus, ne ferait que rendre vulnérable l'Angleterre aux attaques aériennes allemandes après la probable chute de la France métropolitaine. Ébranlé, Churchill répond à Reynaud qu'il accepte l'envoi de 2 divisions supplémentaires en France, mais qu'il ne peut envoyer aucun avion de chasse. On peut noter que si l'Angleterre envisage dès le 20 mai une continuation de la guerre hors du continent, Weygand, lui, tape sur une victoire ou une défaite sur le sol de France. En attendant, à la veille de la bataille, la disproportion de force ne laisse que peu de doute sur son issue. Alors que la France peut aligner un peu moins de 60 divisions, plus ou moins complètes, entre la ligne Maginot et la mer, avec quelques divisions cuirassées affaiblies, les Allemands disposent d'un peu plus de 100 divisions, dont 10 de Panzer. Et même si la Wehrmacht a perdu plus de 600 chars depuis le 10 mai, elle a pu recompléter ses effectifs bien plus facilement que les Français. Le plan rouge allemand est échelonné en 3 phases offensives. La première, à partir du 5 juin, confiée au groupe d'armée B, doit pousser depuis la zone Abbeville-Péronne-Laon en direction du sud-sud-ouest pour couvrir le flanc du groupe d'armée A à qui est confiée l'attaque principale sur l'Aisne et qui doit démarrer, elle, le 9. Enfin, le groupe d'armée C attaquera dans la Sarre le 14 et franchira le Rhin autour de Colmar le 15. Sur la Somme, la 4e armée attaquera entre la mer et Picquigny avec 7 divisions d'infanterie et 2 divisions de Panzer. La 6e attaquera, elle, entre Picquigny et Péronne, avec 6 divisions d'infanterie et 4 divisions de Panzer. Enfin, plus à l'est, la 9e armée franchira l'Ailette. En face, le fleuve est tenu par la 10e armée du général Altmayer de la côte à l'est d'Amiens, avec 12 divisions dont plusieurs affaiblies, puis par le 1er corps de la 7e armée du général Frère avec 6 divisions. Sur l'Ailette, c'est une division du 24e corps de la 7e armée et les 2 divisions du 17e corps de la 6e armée du général Touchon qui assurent la défense. Le 5 juin à 3h30, l'artillerie allemande bombarde les positions franco-britanniques sur toute la longueur du front. Puis à 5h, c'est l'attaque. À Saint-Valery et Abbeville, l'infanterie allemande profite des têtes de pont pour passer le fleuve. La 51e Highland Division et la 31e Division alpine résistent pied à pied, mais finissent par céder du terrain, les Allemands s'emparant même de eux sur la Bresle en fin d'après-midi. À Condé-Folie, la 7e division de Panzer de Rommel lance à 4 heures son infanterie de l'autre côté du fleuve grâce à 2 ponts ferroviaires qui n'ont pas été détruits. Immédiatement, le génie arrache les rails et à 6 heures, les premiers véhicules passent le fleuve. En face, c'est la 5e division d'infanterie coloniale qui subit le choc alors qu'elle vient à peine de relever dans la nuit la 3e division légère de cavalerie après s'être épuisée en marche forcée pour arriver sur la Somme. À 10 heures, malgré une résistance acharnée, les Allemands ont progressé de 6 km et sont devant Erennes et Quesnoy-sur-Erennes. À leur droite, la 5e Panzer a eu plus de mal. Les blindés, qui ne traversent que plus tard, étant pris à partie par les canons de la 2e division légère de cavalerie. Une quinzaine de blindés sont détruits avant que les Français ne soient contraints de reculer. En début d'après-midi, les chars repartent de l'avant à travers champs, contournant les points d'appui et les débordant, non sans subir des pertes sensibles. Les Français s'accrochent, comme par exemple le 4e hussard devant le hameau de l'Arbre à Mouche qui résiste toute la journée.
ou l'artillerie coloniale devant le bois de Varlus, qui détruit plusieurs chars en tir direct et combattra jusqu'à la destruction de ses canons. Mais, harcelés par l'intervention fréquente de la Luftwaffe, les Franco-Britanniques, sous la pression allemande, sont contraints de reculer. Plusieurs points d'appui sont isolés, comme à Franleux avec des éléments de la 51e Highland qui vont résister 24 heures, ou Ehren avec des hommes du 53e régiment d'infanterie coloniale qui résisteront 3 jours. À la nuit, les Alliés prennent position sur une ligne Queveau-Villers-Selincourt, Oisemont, Oincourt, Du côté de la 6e armée allemande, l'attaque commence à 4 heures après la préparation d'artillerie. Les chars des 9e et 10e Panzer se heurtent à la 16e division d'infanterie et, avec de lourdes pertes, la débordent puis progressent au sud-est. L'infanterie qui suit doit, elle, se battre pour chaque point d'appui. Au nord-est, ce sont les 3e et 4e Panzer qui attaquent à la jonction des 19e et 29e divisions d'infanterie françaises. Les combats sont ici aussi acharnés, mais les 2 divisions avancent, elles aussi en contournant les points d'appui qui sont laissés à la seconde vague. À la nuit, les Allemands sont devant Ailly-sur-Noix et devant Roye. Enfin, sur les Lettes, c'est 6 divisions d'infanterie qui tentent de franchir le canal défendu par 3 divisions françaises. À gauche, la 87e division d'infanterie d'Afrique subit l'assaut des 2 divisions du 44e corps d'armée, soutenues par des raids aériens. Les pertes sont lourdes de part et d'autre. Les Allemands parviennent néanmoins à franchir le canal et, dans l'après-midi, repoussent les tirailleurs et les zouaves sur 4 km. À droite, à la jonction entre la 28e division d'infanterie alpine et la 7e division d'infanterie, la 25e infanterie division parvient à progresser, s'empare de Chavignon et, en soirée, atteint le fort de la Malmaison. Partout ailleurs, sur le canal, les attaques échouent avec de lourdes pertes. Les assaillants y laissent près de 200 prisonniers. Au soir du premier jour, le bilan est contrasté. La préconisation tactique de Weygand, avec un réseau de points d'appui tous azimuts avec artillerie, a donné de bons résultats, infligeant des pertes sensibles aux Panzerdivisions. Les blindés allemands ont été contraints de les contourner et l'infanterie doit les réduire un à un. De plus, en gênant le ravitaillement, ils ralentissent considérablement les unités de tête. Les Allemands sont surpris par la résistance acharnée des Français et, par représailles, exécutent et exécuteront sommairement nombre de soldats, majoritairement des troupes coloniales, comme le capitaine Tchoréré abattu à Ehren. Le 6 juin, au petit matin, la 4e armée allemande reprend l'offensive. Rommel, même si gêné par ses problèmes de ravitaillement et la présence des restes de la 2e division cuirassée sur son flanc, continue à progresser vers Rouen avec la 5e Panzer sur sa droite, toujours en évitant les carrefours et villages défendus. Il est suivi par la 2e division motorisée et 2 divisions d'infanterie. Sur les arrières, l'infanterie continue à réduire les points d'appui. À la fin de la journée, les Allemands occupent Poix. La menace de voir la 10e armée française coupée en deux se précise, et dans la nuit du 6 au 7, les unités franco-britanniques se replient sur la Bresle. Sur le front de la 6e armée allemande, c'est la 1re division cuirassée qui lance une contre-attaque pour dégager les unités d'infanterie avec ses 75 chars R-35 et B-1 bis. Elle atteint la route de Péronne, 6 km au nord de Roye, en début d'après-midi, mais l'intervention de la Luftwaffe et la résistance allemande l'obligent à se retirer. Dans l'après-midi, les Panzerdivisions progressent et contournent Roye à l'est et à l'ouest, franchissant l'Avre. Mais le général von Bock, chef du groupe d'armée B, déçu des résultats et inquiet de l'accumulation des pertes, décide de stopper l'attaque des Panzers du 24e corps. Puis, en soirée, il décide finalement de l'enlever à la 6e armée. Sur le front de l'Ailette, une contre-attaque française sur la Malmaison du 12e régiment étranger d'infanterie échoue avec de lourdes pertes, le régiment perdant la moitié de ses effectifs. Les Allemands, eux, marquent des points. La 87e division est progressivement repoussée, alors que la 7e et la 28e subissent de violentes attaques. En début d'après-midi, la 87e perd sa liaison avec la 7e, elle-même menacée par la progression allemande sur sa droite. En milieu d'après-midi, les 2 divisions du 17e corps sont contraintes, sous la pression, de reculer derrière l'Aisne. Dans la nuit, la 87e reçoit également l'ordre de gagner l'Aisne. Le 7 au matin, Rommel reçoit lui l'ordre de foncer sur Rouen. À 10 heures, l'avance commence, toujours en évitant les positions fortifiées, bien que la résistance se montre plus faible. En fin d'après-midi, il coupe la route de Dieppe à hauteur de Gaillefontaine. Le même jour, le général Evans, commandant la 1re division blindée britannique et ses 80 chars,
rencontre le général Altmeyer, de qui son unité dépend. Ensemble, ils mettent au point un plan de contre-attaque partant de Gournay afin d'attaquer le flanc de l'avance allemande. Mais dans la soirée, Weygand, de passage, ordonne à Evans de se mettre en position défensive sur Landelle. Evans a beau faire valoir que son unité n'est pas adaptée à cette tâche, Weygand maintient son ordre et la contre-attaque est abandonnée. De son côté, la 6e armée allemande, qui a perdu une partie de ses blindés, piétine, même si Roy et Hailly sont tombés. Elle progresse néanmoins sur sa droite, menaçant d'encercler 2 divisions qui ne peuvent que reculer. En fin d'après-midi, les Allemands entrent dans Noyon. Devant l'Aisne, c'est la 9e armée qui se trouve face à des divisions françaises terriblement affaiblies par les combats des jours précédents. Les Allemands profitent de la faiblesse de leur adversaire pour s'emparer de plusieurs têtes de pont autour de Soissons, à Pommiers, Vénizel et Missy-sur-Aisne. Le 8, le front craque un peu partout. À l'ouest, Rommel s'attaque à Forges-les-Eaux et Sigy-en-Bray. De violents combats ont lieu à Serqueux qui changent plusieurs fois de main, mais en fin de matinée, la ligne de Landelle est franchie et les chars foncent vers la Seine, coupant en deux la 10e armée. Weygand finit par autoriser son repli sur la Seine. Dans l'après-midi, le général Hiller, chef du 9e corps, à l'aile gauche de la 10e armée, organise le décrochage de ses forces, mais il est trop tard. Les panzers de Rommel ne sont plus qu'à quelques kilomètres de la Seine. Les Allemands progressent aussi vers l'Oise, repoussant et débordant les unités françaises qui s'accrochent. En début d'après-midi, ils s'emparent de Breteuil, puis contournent Saint-Just-en-Chaussée. En fin d'après-midi, ils sont devant Clermont, isolant les restes de plusieurs divisions qui devront se frayer un passage de vive force vers l'Oise en subissant de lourdes pertes. Devant Soissons, si les Français tentent de contre-attaquer les têtes de pont à l'est, les Allemands attaquent la ville et débouchent également à l'ouest. Dans la ville, le 12e régiment étranger résiste farouchement, mais finit par céder et est repoussé au sud. À l'ouest, profitant d'une large supériorité numérique et de l'aide de la Luftwaffe, les Allemands forcent le passage et progressent plein sud. Malgré l'efficace intervention de la chasse française et la résistance acharnée de l'infanterie, les troupes sont submergées et obligées de décrocher. En début de soirée, leur parvient l'ordre de reculer sur l'Ourcq. En effet, le général Besson, commandant du 3e corps d'armée, autorise en soirée la 6e à reculer. Il avait déjà, dans la journée, ordonné la retraite de la 10e armée sur la Seine et de la 7e sur l'Oise. Dans la nuit du 8 au 9, alors que les unités françaises reculent un peu partout, Rommel atteint lui la Seine devant Pont-de-l'Arche à 1h du matin. Mais une petite unité française, le 4e groupe franc motorisé de cavalerie, lui barre le passage avec quelques canons de 25 mm anti-chars, 2 chars moyens AMC-35, 2 automitrailleuses et un peu plus de 200 hommes. Commandés par un chef volontaire, le capitaine Huet, ils vont tenir jusqu'à 10h30, permettant au génie de faire sauter les 2 ponts. Puis, après avoir sabordé leurs véhicules, ont traversé la Seine en barque ou à la nage. Un peu plus loin, à Elbeuf, les motocyclistes allemands arrivent juste pour voir les ponts sauter. De son côté, la 5e Panzer entre dans Rouen en fin de matinée, n'essuyant que quelques tirs d'artillerie. Mais le génie français a fait sauter les ponts en milieu de matinée. Vexés, les Allemands interdiront aux pompiers d'éteindre les incendies et le quartier sud de la cathédrale brûlera totalement. Ils exécuteront également sommairement 20 soldats et civils noirs capturés. Toujours le 9, c'est le groupe d'armée B qui entre en action pour la phase 2 du plan rouge que nous aborderons dans l'épisode suivant. Devant la menace allemande sur l'ouest, plusieurs divisions, affaiblies ou mal équipées, commencent à border la Seine entre l'embouchure de l'Oise et la mer. Le 9e corps, qui recule progressivement depuis la Bresle, apprend que Rouen est occupé. Hiller décide alors de reculer sur le Havre et le général Fortune envoie l'Arc Force, faite d'éléments de la division écossaise, constituer une ligne de défense entre Fécamp et Lillebonne pour couvrir la retraite. Le 10, la 7e Panzer, avec la 5e Panzer en arrière sur sa droite, remonte vers le nord-ouest et atteint la mer aux Petites Dalles, entre Fécamp et Saint-Valery-d'Ocaux. Rommel envoie immédiatement des troupes encercler Fécamp, où ses avant-gardes sont accrochés par les Britanniques de l'Arc Force et les Français défendant le port. Celui-ci sera évacué dans la journée par les Alliés. L'Arc Force, qui est passé de justesse, ne peut tenir la ligne Fécamp-Lillebonne et reçoit l'ordre de reculer jusqu'au Havre et d'y constituer un périmètre de défense. Fortune, de son côté, comprend dans la matinée que gagner le Havre est impossible et décide, avec l'accord de Hiller,
de regrouper les restes de la 51e Highland Division avec les divisions françaises à Saint-Valery-en-Caux, tout en avertissant l'amirauté pour demander une évacuation. Plus à l'est, devant l'Oise, les Français résistent, s'accrochent au village transformé en petit fort, mais ne peuvent empêcher l'ennemi de progresser. Les débris de la 4e division d'infanterie coloniale se retrouvent ainsi encerclés derrière Saint-Just-en-Chaussée et les restes de la 7e division nord-africaine à Ravenel. Les Allemands y exécutent sauvagement là aussi de nombreux soldats coloniaux prisonniers ou blessés. On estime qu'entre 300 et 500 hommes auront été ainsi abattus sur le seul front de l'Oise, dont le capitaine Moïse Bébel, antillais. 8 officiers métropolitains qui ont pris leur défense sont aussi fusillés à Cresson-Sac. Sur l'Ourcq, débordés sur leur droite par l'offensive du groupe d'armée A, les Français doivent décrocher sur une ligne Mareuil-Château-Thierry, cette dernière étant occupée par les avant-gardes allemandes en fin d'après-midi. Le 10 est aussi le jour de l'entrée en guerre de l'Italie aux côtés de l'Allemagne, et si l'ambassadeur de France à Rome la qualifie de « coup de poignard sur un homme à terre », à Paris, l'information n'étonne pas. Les avancées allemandes sur la Seine et l'Oise inquiètent nettement plus, et, devant la menace sur Paris, il est décidé d'un repli du gouvernement sur Tours. La veille, Reynaud avait envoyé De Gaulle, devenu sous-secrétaire d'État à la guerre, rencontrer Churchill à Londres pour réclamer à nouveau des moyens terrestres et aériens. Quand Churchill lui indique qu'il refuse d'engager la RAF au complet dans la bataille de France, De Gaulle lui aurait répondu qu'il était, à titre personnel, d'accord avec la politique anglaise. Il lui aurait affirmé aussi que la France serait prête à continuer la guerre outre-mer. Mais il avait aussi indiqué à Eden, secrétaire d'État au War Office, l'absolue nécessité d'envoyer en France des troupes pour couper court au discours anti-britannique de certains milieux français qui font de la faiblesse de l'aide anglaise leur principal argument. Le 11, à Briare, au GQG de Végan, est organisée une conférence interalliée avec, côté français, Paul Reynaud, Philippe Pétain, devenu vice-président du Conseil depuis le 17 mai, et les généraux Weygand, Georges et De Gaulle, et, côté britannique, Churchill, accompagné du général Ismay, son chef d'état-major. Avant l'arrivée de Churchill, les Français discutent de la situation exposée par Georges et qui est très sérieuse, rendant aléatoire la possibilité de continuer la lutte. Reynaud et De Gaulle évoquent l'idée d'un réduit breton, qui avait déjà été proposé précédemment. Georges et Weygand démontrent l'impossibilité de dégager les moyens de défendre un front de 150 km sans obstacle naturel, alors que quasiment toutes les forces françaises sont sur le front, sans parler du temps nécessaire. On décide néanmoins d'étudier la question. L'arrivée de Churchill en fin d'après-midi ouvre la conférence. Churchill rappelle d'abord que les Britanniques poursuivront la guerre quoi qu'il arrive. En réponse, Weygand lui annonce qu'il n'a aucun espoir d'arrêter l'offensive allemande, d'empêcher la chute de Paris et l'invasion du pays. Il ne dispose plus d'aucune réserve et on est à la veille d'une dislocation de l'armée. Churchill demande alors à Georges un exposé de la situation. À ce jour, lui annonce Georges, il ne reste en France que 40 à 50 divisions encore capables de combattre, qui forment un front encore cohérent, mais au prochain puissant coup de boutoir allemand, ce front pourrait voler en éclats. Quand Churchill évoque la situation analogue de mars 1918, Pétain lui rappelle qu'à l'époque, l'armée britannique avait lancé 20 divisions de réserve dans la bataille. Aujourd'hui, 2 divisions seulement sont promises, et la France n'a aucune réserve. Churchill évoque aussi la possibilité d'une guérilla, rejetée par Pétain. Avec le Boche, dit-il, ce sera la dévastation. De toute façon, le pays, sonné, n'a pas la capacité de mener une telle action. Au moment d'aborder la question de l'aviation, Churchill indique que s'il fera le maximum pour aider les Français, il doit aussi envisager la défense de l'Angleterre si elle se retrouve seule contre l'Allemagne. Il affirme avec vigueur que dans ce cas, la Grande-Bretagne se battra jusqu'au bout et sans merci. En soirée, Reynaud confie à Churchill que Pétain prépare une note en faveur d'une demande d'armistice. Le lendemain, la conférence continue. Il y est décidé d'un nouvel appel à Roosevelt par Churchill. Celui-ci obtient aussi l'assurance que si la France décidait de négocier, il serait immédiatement prévenu et qu'aucune décision ne serait prise sur la position française après les combats sans le consulter. Avant de redécoller pour Londres, il croise l'amiral Darlan, qui lui affirme que dans tous les cas, il ne livrera jamais la flotte aux Allemands. Ce serait contraire à notre tradition navale et à l'honneur, lui affirme-t-il. Churchill rentre à Londres avec la conviction que la Grande-Bretagne va sous peu se retrouver seule contre l'Allemagne. À Ismay, qui râle contre la traîtrise française, Churchill lui fait remarquer que la contribution britannique a été très inférieure à celle des Français, qu'ils ont subi 90% des pertes et 98% des souffrances, et que pour eux, la décision de la guerre ne pourrait être obtenue que sur le continent.
Revenons sur le front le 10 au soir, dans la poche créée par les Allemands au nord de Fécamp. Rommel fait alors volte-face dans la nuit et remonte vers Saint-Valery-en-Caux, où les Franco-Britanniques créent un périmètre de défense en vue d'une évacuation. Mais l'état de désorganisation des troupes et les embouteillages gênent considérablement l'installation, particulièrement celle de l'artillerie. Le 11 en début d'après-midi, les chars se heurtent aux Britanniques devant Le Thau et Saint-Sylvain. Les blindés, dont 3 sont détruits par les fusils anti-chars des Écossais, contournent les défenses et atteignent les falaises au-dessus du port, arrosant celui-ci d'obus pour empêcher tout embarquement. Plusieurs canons anti-aériens de 88 mm et des canons de 105 sont disposés sur la falaise et s'en prennent aux navires au large. L'infanterie allemande qui suit un peu plus tard encercle et harcèle les points d'appui isolés. Vers 16h30, c'est de l'autre côté du périmètre que les Allemands attaquent. Les chars de la 5e Panzer repoussent les unités alliées et plusieurs sont isolés. Sur la côte, la 2e division légère de cavalerie s'accroche à Veules-les-Roses, mais se retrouve coupée sur sa droite des Écossais du 4e Sea Force. Au centre, c'est la 2e division motorisée allemande qui s'infiltre entre les positions franco-britanniques, isolant Houdetot, où s'est retranché le 1er Black Watch et les restes de la 40e division d'infanterie. En mer et sur terre, la RAF tente de protéger les navires et la troupe des attaques aériennes. Plusieurs bombardiers allemands sont abattus. Dans la nuit, plusieurs milliers d'hommes, après avoir détruit leur armement lourd, gagnent le port et la plage de Saint-Valery dans l'espoir d'être embarqués. Mais le brouillard et l'absence de moyens de communication empêchent les navires au large d'approcher. Seul un destroyer, le HMS Brock, parvient à évacuer une centaine d'hommes, dont une grande partie blessés, avec des chaloupes. Au petit matin, les hommes sont renvoyés sur leur position avec pour consigne de résister jusqu'à la nuit suivante, qui permettra sans doute d'embarquer. Malgré tout, au lever du jour, couverts par les restes de la 2e division légère de cavalerie, les navires alliés parviennent à évacuer plus de 3300 hommes depuis les plages de galets de Veules-les-Roses. De nombreux hommes tentent alors de gagner la plage en descendant avec des cordes ou des bricolages de fortune, les falaises de 90 mètres surplombant la rive, mais peu réussissent. Certains autres gagnent le large à la nage ou dans de petites embarcations avec l'espoir d'être récupérés par les navires alliés. Le patrouilleur français Céron, de l'enseigne de vaisseau Ève, qui mouille devant Veules-les-Roses, engage les batteries d'artillerie postées sur les falaises à l'ouest de Saint-Valery et finit par détruire 2 canons, mais s'échoue en tentant de s'approcher de la côte pour évacuer la troupe. Pris pour cible par l'artillerie, son commandant fait transférer les 300 hommes récupérés sur la plage. Le patrouilleur continue à tirer, mais il est touché vers 10h30 par un obus qui fait exploser les grenades sous-marines à son bord. Son équipage l'abandonne alors et gagne la plage où il sera capturé un peu plus tard. Les troupes franco-britanniques n'ont plus d'armes lourdes, sabotées dans la nuit, quasiment plus de munitions et sont épuisées par 7 jours de combat et de retraite. Le général Hiller décide alors que toute résistance est inutile. Un cessez-le-feu est décidé pour 8 heures. Le général Fortune estime lui que l'on pourrait continuer à se battre jusqu'à la nuit, mais finalement, devant l'évidence, accepte aussi de se rendre à 10h30. Le 22e régiment d'infanterie coloniale, retranché à Manneville avec les 400 hommes qui lui restent, résiste encore jusqu'à midi passé avant de déposer les armes. À Houdetot, les Français de la 40e division et les Écossais du 1er Black Watch tiennent encore et les derniers éléments ne se rendront qu'à 16h. Le général britannique Fortune, le général de corps d'armée Hiller et 10 généraux français se sont rendus à Rommel qui exultent. 46 000 hommes, dont 8 000 Britanniques, sont capturés. Le lendemain 13 juin, l'Ark Force et les débris d'unités qui ont pu échapper au piège sont évacués depuis Le Havre. Devant Saint-Valery, des navires se présentent sans savoir que la position est tombée. 2 navires, un Français, le Granville, et un Anglais sont coulés. La première phase du plan rouge allemand a parfaitement réussi. Les Allemands bordent la Seine et l'Oise. À l'est, la 2e phase est déjà commencée depuis le 9 juin sur l'Aisne et la France se trouve dans une situation critique. Paris, abandonné par le gouvernement, déclaré ville ouverte, est sur le point de tomber.